Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Bon, j'ai chopé une bonne bronchite. C'est pour ça que du coup j'étais bien malade toute la semaine dernière. C'est pour ça que du coup j'ai pas sorti d'épisode, mais je vais quand même essayer de faire cet épisode malgré la voix cassée. C'est bientôt Halloween et c'est pour ça que je vous ai concocté un épisode un peu spécial. Une histoire intrigante et effrayante, sortie tout droit du fin fond de l'Union soviétique. Une histoire glaciale qui va vous intriguer, vous intéresser et peut-être même vous faire froid dans le dos. Vous êtes prêts pour le professeur ? Alors c'est parti. En 1959, dans les monts Oural, région se trouvant alors dans l'est de l'Union soviétique. Un groupe composé de 10 hommes et femmes expérimentés et habitués aux conditions climatiques sibériennes décidèrent de partir pour quelques jours explorer cette région. Malheureusement, cette aventure fut leur dernière. Malgré une enquête criminelle, de nombreuses photographies et leur journal d'expédition, cet incident reste encore aujourd'hui un véritable mystère. Cette affaire, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'affaire du Dyatlov Pass. Au matin du 23 janvier 1959, un groupe de 10 randonneurs embarque en train en direction du mont Oural, au beau milieu de l'Union soviétique. Ce groupe est composé de 8 hommes et de 2 femmes, et a pour leader et chef d'expédition Igor Dyatlov, d'où le nom de cette enquête. Alors que le train s'enfonce dans la région montagneuse de la taïga sibérienne, l'un des membres du groupe écrivit ceci dans le journal d'expédition. « Je me demande ce qui va nous arriver durant cette expédition. Quelque chose de nouveau arrivera-t-il ? Les jours qui suivirent, le groupe ne cessa d'alterner les moyens de transport en vue d'atteindre leur destination. Bus, traîneaux, ski et même à pied. Le 28 janvier, un membre de l'équipe nommé Yuri Yudin commença à se sentir de plus en plus mal. Il décida d'arrêter l'aventure et de retourner chez lui. Il salua les 9 membres du groupe avant d'entamer le chemin du retour. Ce fut la dernière fois qu'il vit ses amis vivants. Le groupe continua son expédition et en documenta les moindres détails à travers des photos, des caméras et un journal. On peut lire notamment dans ce journal que l'expédition avançait sans trop de difficultés. Les jeunes gens rencontraient juste une tonne de neige, un froid atroce et un terrain très difficile. Le 1er février, ils atteignirent le pied d'une montagne. Une montagne connue par les indigènes de la région sous le nom de la montagne morte. Ils passèrent le reste de la journée à avancer vers le sommet de cette montagne au nom terrifiant. Puis décidèrent d'établir leur campement à quelques mètres du sommet. On peut lire ceci dans leur journal de bord. Il est difficile d'imaginer un quelconque confort à des centaines de kilomètres de toute civilisation et avec ce vent perçant. Mais soudain, plus rien. Les jours passèrent, puis les semaines. Finalement, les proches et les amis de ce groupe, de cette expédition, commencèrent à s'inquiéter de plus en plus. Personne n'avait plus de nouvelles de ce groupe de randonneurs. À force d'inquiétude et d'appel à l'aide de la famille des randonneurs, une équipe de volontaires se forma pour partir à la recherche de cette expédition perdue. Le 26 février, l'équipe de recherche réussit à localiser le campement. Dès le premier coup d'œil, il était visible que quelque chose d'horrible s'était déroulé. La tente était en morceaux, couverte par une fine couche de neige. Tout le matériel et les biens appartenant à l'expédition étaient bien en place, à l'intérieur de la tente. Mais mystérieusement, la tente avait été découpée au couteau de l'intérieur. Les jours passèrent. À force de recherche, l'équipe de recherche réussit à retrouver 9 paires d'empreintes de pas. Ce qui conduisit l'équipe à fouiller la forêt se trouvant à proximité, un peu en contrebas. Chose étonnante, les traces de pas étaient rapprochées, ce qui laisse entendre que le groupe a descendu la pente d'une manière calme, sans panique. Ces empreintes de pas ont pu être identifiées sur un demi-kilomètre avant que la neige les recouvre totalement. L'équipe de recherche continua donc dans la direction des pas, jusqu'à arriver au pied d'un grand cèdre. Un grand cèdre sous lequel se trouvaient, à côté des restes d'un petit feu de camp, les corps de Yuri Doroshenko et de Yuri
Krivonichenko. Il fallut encore 2 mois de plus pour retrouver tous les corps des membres de l'expédition. Chose étonnante, les 2 premiers corps ont été retrouvés vraiment peu habillés. Pas de veste, pas de gants, ni de chapeau, ni de bottes, rien de ce à quoi on pourrait s'attendre étant donné le climat glacial de la Sibérie. Ils étaient vêtus uniquement de t-shirts légers et de sous-vêtements. C'est une chose vraiment intrigante, surtout quand on sait que les relevés de l'époque disaient qu'il faisait environ moins 30 degrés à ce moment-là. Une autre chose aussi intrigante, le cèdre sous lequel avait été trouvé le feu de camp improvisé portait des signes de griffures, comme si quelqu'un l'avait escaladé. Peut-être qu'ils tentaient de localiser la tente dans la noirceur de la nuit, ou peut-être qu'ils essayaient de se cacher de quelqu'un ou de quelque chose. Les corps des 3 autres membres de l'équipe furent retrouvés à différentes distances de la tente et de l'arbre, recouverts par quelques centimètres de neige. Ils étaient mieux habillés que les 2 corps précédents, mais pas tant que ça. Ils avaient abandonné des vêtements essentiels tels que des bottes, des chapeaux ou encore des gants. Chose intrigante, tous les corps regardaient en direction de la tente, comme s'ils avaient essayé d'y retourner avant de mourir. Alors que certains d'entre eux ont subi quelques blessures mineures, les 5 sont tous morts d'hypothermie. Le corps des 4 derniers membres de l'équipe fut retrouvé en bas d'une petite colline, recouvert par 3 mètres de neige, dans la direction opposée de la tente. 3 d'entre eux ont subi des blessures mortelles. L'un d'entre eux avait le crâne fracturé et les 2 autres avaient plusieurs côtes cassées et avaient souffert d'hémorragie interne. Le médecin légiste pensa alors que ces blessures furent provoquées par une chute et les compara à celles d'un accident de voiture. Chose encore plus effrayante, 2 d'entre eux ont été retrouvés avec leurs orbites vides. Et l'une des femmes de l'expédition n'avait plus de langue. Le dernier des 4 membres de l'expédition avait le nez cassé et le cou déformé. Le plus mystérieux dans tout ça, c'est que 3 des vêtements portés par les randonneurs avaient des traces de radioactivité. Finalement, après quelques temps, l'affaire fut conclue de manière assez vague, selon ces mots. La cause de la mort provient d'une force inconnue, non déterminée et fatale que les randonneurs n'ont pas réussi à surmonter. Malheureusement, ce n'est pas une conclusion très concluante. C'est pourquoi de nombreuses théories, des théories de toutes sortes, ont vu le jour depuis, surtout sur Internet. Des théories qui parlent d'une attaque ovni, en passant par l'attaque d'un Yeti, et j'en passe. Du coup, on peut se demander s'il y a une réponse plus rationnelle à tout ça. C'est ce qu'a fait Donnie Eckhart dans son livre Dead Mountains. C'est ce qu'il fait en nous donnant une version plus rationnelle à cette énigme, à ce mystère. Un des faits les plus intrigants est le fait que l'une des femmes a été retrouvée sans langue. C'est un des faits qui a enflammé le plus la toile et tous les sites un peu complotistes. Certains disent que la langue a été coupée ou arrachée alors que la jeune femme était encore vivante. D'autres disent qu'elle a été mangée par des charognards. Un autre détail est tout aussi intrigant en provenant du rapport d'autopsie. Orbite vide, les globes oculaires sont absents. C'est tout aussi mystérieux, n'est-ce pas ? En fait, non, parce que le médecin légiste a une explication pour ces détails. De légers dégâts dans les tissus de la tête sont le résultat de la transformation après le décès de décomposition à cause de l'exposition à l'eau et à la neige. Mais l'un des aspects les plus mystérieux de cette affaire est la présence de radioactivité sur les vêtements de certains membres de l'expédition. La seule explication qui a été donnée dans le rapport était que les vêtements ont été contaminés par une poussière radioactive présente dans l'atmosphère ou alors les vêtements ont été potentiellement en contact avec une ou plusieurs substances radioactives. En d'autres termes, ils n'ont pas réussi à déterminer exactement de quelle façon ces vêtements ont été contaminés. Kolevatov travaillait dans un établissement de développement de matériaux nucléaires et Krivonichenko travaillait dans la production de plutonium pour les armes nucléaires. Et vous savez quoi ? Les 3 vêtements radioactifs appartenaient justement à Kolevatov et Krivonichenko. On peut donc se demander désormais, que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi ont-ils quitté la tente ? Pourquoi la tente a-t-elle été découpée de l'intérieur ? Pourquoi certains d'entre eux ont subi d'importantes blessures alors que d'autres ont simplement succombé au froid ? Pourquoi la majorité d'entre eux ne portaient presque pas de vêtements ? Voici donc ce qui paraît être l'explication, la théorie la plus plausible. Premièrement, pourquoi ils ont quitté la tente ? Cette question est ce qui semble la pièce manquante la plus importante du puzzle. La seule chose qui pourrait les avoir forcés à quitter leur tente serait une menace soudaine. Une menace qui provient de l'intérieur de la tente. Autrement, il n'y aurait pas de raison de découper la tente au couteau de l'intérieur pour pouvoir en sortir le plus vite possible. On pourrait donc penser à une avalanche. Mais le problème avec cette théorie, c'est que les empreintes de pas retrouvées à l'extérieur de la tente semblaient plus être celles de gens marchant de façon parfaitement calme et ordonnée plutôt que celles de gens pris de panique.
Donc quelque chose a causé une panique à l'intérieur de la tente. En analysant les photos de l'expédition, on remarque qu'ils utilisaient un espèce de tuyau d'échappement pour évacuer la fumée hors de la tente. Ce tuyau était de fabrication artisanale et fait à la main. Vu que des morceaux de viande et de bacon ont été retrouvés à l'intérieur de la tente, on pourrait penser qu'il était justement en train de manger au moment où l'incident a eu lieu. Il se pourrait donc qu'un feu ait pris à l'intérieur de la tente en fumant tout le groupe. Ce qui expliquerait de façon plus rationnelle pourquoi la tente a été déchirée à coups de couteau et pourquoi tout le monde se serait précipité dehors. Il y a même d'autres éléments qui vont en ce sens. Plusieurs membres du groupe ont été retrouvés avec des marques de brûlure sur le corps et sur leurs vêtements. Ok, ils sont donc sortis de la tente et ont rapidement réalisé la situation terrible dans laquelle ils se trouvaient. Dehors, peu habillés, dans une température qui frôle les -30 au milieu de nulle part. C'est pourquoi ils ont sûrement essayé de trouver un nouvel abri. Un abri dans la forêt qui se trouvait à proximité. Ils ont peut-être finalement atteint la forêt et ont immédiatement tenté de faire un feu. Certains d'entre eux auraient alors tenté de grimper à l'arbre pour savoir s'ils pouvaient identifier, trouver un abri ou une habitation. Tandis que ceux qui étaient mieux habillés se sont enfoncés dans la forêt à la recherche de secours. À peu près 75 mètres de l'arbre, 4 d'entre eux ont déclenché une petite avalanche qui les aurait poussés jusqu'au bord d'un ravin duquel ils auraient fait une chute de 3 mètres. Tandis que les 2 derniers ont lentement essayé de préserver une flamme qui s'éteignit peu à peu, dans la noirceur de la nuit. Une chose est certaine, les théories s'enchaînent sur ce qui est vraiment arrivé à l'expédition du Dyatlov. Mais une chose est certaine, le mystère demeure encore 60 ans